Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une véritable légende du freestyle ball, Mélodie Donché. 6 fois championne du monde, elle est non seulement une athlète de haut niveau, mais également une créatrice de contenu et une ambassadrice du sport au féminin. Elle incarne l'excellence et inspire des milliers de jeunes, en particulier des jeunes filles à travers le monde. Bonjour Mélodie et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour à vous. Merci pour l'invitation. Mélodie, on te connaît pour ton style unique, ta créativité et surtout ta détermination. Tu as su imposer ton nom sur la scène internationale et tu t'investis beaucoup pour promouvoir la place des femmes dans le sport. Tu participes également à de nombreux événements et tu collabores avec des marques et des institutions pour faire rayonner le freestyle ball auprès des jeunes. Le freestyle ball, c'est à la fois un sport et un art. Donc, comment toi, tu décrirais cette discipline à quelqu'un qui ne la connaît pas du tout? Alors, le freestyle football, c'est un art urbain qui mélange le football, les acrobaties, la danse. Et en fait, c'est une maîtrise technique du ballon avec toutes les parties du corps et on peut même utiliser les mains. Voilà, on peut se mettre debout, allongé, assis, sur le dos. Et voilà, c'est un sport qui est assez physique. Donc voilà. Et qu'est-ce qui rend cette discipline particulière? Qu'est-ce qui la rend unique? Alors, pour moi, je pense que c'est cette liberté en fait de faire ce qu'on veut avec le ballon. Donc on s'entraîne où on veut, quand on veut. On a juste besoin d'un ballon, des bonnes baskets et voilà, c'est parti. On met un peu de musique et on s'entraîne. Après, je dirais que c'est aussi la liberté de création. Donc en fait, on est libre de créer ce qu'on veut avec le ballon et il n'y a pas de règles en fait. Sauf en championnat du monde où on est obligé, on n'a pas le droit d'utiliser les mains en championnat du monde, mais quand on est en prestation, on peut utiliser les mains. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Et puis aussi, chaque freestyler a son propre style. Tous les freestylers ont un style différent et en fait le freestyle c'est on va dire un langage universel parce que par exemple quand il y a des rassemblements de freestyle dans le monde, il y en a qui parlent pas anglais et en fait on n'a pas besoin de parler parce que c'est le corps qui parle avec le ballon. Pour toi qui es sextuple championne du monde, pourrais-tu nous partager les grandes étapes de ton parcours? Comment en es-tu arrivée là? Alors, j'ai commencé le freestyle en 2009 suite à une grave blessure au genou. Donc, de base, j'étais pas destinée à faire ce sport. Je voulais être footballeuse professionnelle. Je faisais des sélections pour rentrer en équipe de France 17 ans et en première division féminine. Et donc, j'ai fait partie des 16 meilleures joueuses de ma région et j'ai disputé la Coupe nationale. Et malheureusement, quand j'ai eu 18 ans, je me suis fait une rupture des ligaments croisés. Donc, j'ai eu beaucoup de complications derrière. Donc j'ai subi 2 opérations en 2008 et une en 2017. Donc j'ai eu 3 opérations sur le même genou. Et en fait, c'est cette blessure qui a fait que je me suis orientée vers le freestyle. Mais de base, c'était juste un passe-temps. Je voulais juste, on va dire, tâter le ballon parce que je ne pouvais pas reprendre le foot. Et en fait, je m'entraînais dans mon jardin. J'ai commencé à progresser assez rapidement avec les gestes de base. Et puis finalement, d'un passe-temps, c'est devenu une passion. Et du coup, j'ai pas voulu reprendre le foot. C'est pas faute d'avoir essayé. J'ai refait un match d'essai, mais mon genou était trop fragile. Du coup, j'ai pas repris le football. Je suis partie dans le freestyle et voilà, d'un passe-temps, c'est devenu une passion et d'une passion, ça en est devenu mon métier. C'est devenu un métier, mais pas juste un métier parce que tu as été plusieurs fois distingué. Je rappelle que ton nom est officiellement inscrit une deuxième fois dans l'histoire du Guinness World Records. Et juste là, le Guinness. Ah, super, mais je trouve que c'est déjà une belle motivation pour toi de l'avoir accroché, de le voir tous les jours. Et j'imagine que tout n'a pas été rose. Quels ont été dans ton parcours les moments marquants, les obstacles et les grandes réussites? Si je devais dire plusieurs points, je dirais déjà le moment où j'ai découvert cette discipline, parce que comme je l'ai dit, sans cette blessure, je ne serais pas partie là-dedans. Donc on va dire que je remercie quand même cette blessure, sinon je ne sais même pas si finalement je serais devenue footballeuse professionnelle.
Donc voilà, je remercie déjà ça. Après, c'est aussi ma participation à mon premier championnat du monde. C'était en 2011 et c'était le tout premier championnat du monde féminin. Il n'y en avait pas eu avant. On s'est battus, nous les filles, à l'époque, pour avoir notre propre championnat. Parce qu'à la base, c'était que masculin. Le premier, c'était en 2008 et on connaît tous, voilà, c'est Anne Garnier, le Français, qui a gagné le tout premier championnat du monde masculin. Et en fait, c'est le premier que j'ai fait et j'ai terminé vice-championne du monde. J'avais que 2 ans de pratique. Donc là, c'est ce qui m'a fait dire, ah ouais, 2 ans de freestyle, déjà vice-championne. Donc je pense que je peux le faire et que je peux voilà, gagner. Donc ça a été un moment clé déjà dans la carrière. Après, je dirais quand j'ai commencé à en vivre pleinement, donc c'était pas au début, j'ai commencé à être professionnelle en 2010, mais j'étais auto-entrepreneur, donc je gagnais au cachet, donc il y a des mois où je gagnais pas assez. Donc en fait, de 2012 à 2014, à côté du freestyle, je travaillais dans un centre de foot à 5 où j'étais responsable. Et voilà, je combinais ces 2 travails. Et en fait, en 2014, j'ai vu que je commençais vraiment à vivre du freestyle, donc j'ai arrêté mon travail. Et je me suis lancée pleinement vraiment dans le freestyle. Et si je devrais en donner un autre, c'est la considération de cette discipline des grands footballeurs professionnels et aussi des grandes marques. Parce que j'ai travaillé avec les plus grands footballeurs, dont Ronaldo, Neymar, j'ai travaillé avec Zidane, j'ai travaillé avec les plus grands footballeurs de la planète et aussi avec les plus grandes marques. Donc j'ai fait pas mal de prestats pour Adidas, Puma, Coca-Cola, enfin vraiment les plus grandes marques. Et voilà, ça a été un autre moment clé. Sinon, je dirais ma progression technique au fil des années. Parce que le freestyle, c'est un sport qui est assez physique et qui demande beaucoup de patience et de persévérance. Et on n'apprend pas un geste en un seul jour. Et en fait, je me suis battue pour progresser. Et mon but, c'était de base juste un passe-temps. Ensuite, ça a été d'en vivre, juste de faire des prestats et de vivre de ce sport. Après, j'ai eu une autre envie, c'était de devenir championne du monde. Une fois, je l'ai fait en 2013 et en fait, j'ai toujours voulu me donner des objectifs et je me suis dit, maintenant que je l'ai fait une fois, qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai dit, maintenant, je veux le gagner une deuxième fois et ensuite, ça a été, je veux devenir la plus titrée au monde. Donc, je me suis battue et je me suis acharnée à l'entraînement pour devenir la plus titrée au monde, ce qui a fait que j'ai eu mon premier Guinness Book des records en tant que freestyleuse la plus titrée au monde en 2019. Et si je devais en citer un dernier, je dirais que c'est l'impact que ma carrière a sur beaucoup de jeunes, ou moins jeunes aussi, parce que pour moi, elle est banale, mon histoire, mais pas pour les gens. Je fais beaucoup de conférences où je raconte mon histoire et je motive les jeunes à ne pas lâcher. Et parce que moi, j'ai commencé quand j'étais à Paris, j'ai passé mes premiers jours à la gare, je dormais dans la gare de Lyon, donc j'avais pas d'argent et je me battais pour vivre de ma passion. Et en fait, je raconte mon histoire un peu partout et c'est comme ça que j'arrive à vraiment impacter sur les jeunes. C'est vraiment incroyable ce que tu nous racontes. Partir d'une blessure qui peut être perçue comme une situation très triste et dévastatrice, surtout pour la carrière que tu avais entamée, que tu exerçais, pour finalement arriver à avoir de nouveaux objectifs, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, vouloir être la plus titrée après avoir été championne du monde, c'est simplement incroyable. Donc, de nouvelles passions, de nouveaux défis. Et aujourd'hui, tu inspires plusieurs jeunes femmes partout dans le monde. Je voudrais quand même savoir s'il n'y a pas eu des obstacles, parce que tu le disais tout à l'heure, c'était un domaine largement, ça l'est peut-être encore toujours aujourd'hui, largement dominé par les hommes, et tu as su t'imposer. Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés tout au long de ce parcours? Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le fait que ce soit un sport à tendance masculine, on va dire, ça n'a pas été un obstacle. Dans ce sport-là, il y a
il y a pas eu ça par rapport au foot, parce que moi, dans le football, j'ai commencé en 1994, donc il n'y avait pas de filles à l'époque, et c'était compliqué de se faire une place dans le football masculin. Et comme il n'y avait pas d'équipe féminine, j'étais obligée de jouer avec les garçons, et on ne me faisait pas de passe quand j'étais petite, et il a fallu que je fasse mes preuves, en fait, pour leur montrer que moi aussi, même si je suis une fille, je sais jouer au foot. Ça a mis du temps, j'ai réussi, après, j'ai été obligée de jouer en équipe féminine à l'âge de 15 ans, et ça a été dur pour moi, parce que je préférais jouer avec les garçons. Et dans le freestyle, j'ai pas du tout senti ça. Au contraire, les garçons, ils nous ont toujours aidés et toujours motivés. Et ils savent que voilà, comme dans tous les sports à tendance masculine, l'homme est quand même plus fort dans cette discipline. C'est pour ça que nous, les filles, on s'est battues pour avoir notre championnat du monde. Parce que c'est quasi impossible pour une fille de gagner un championnat du monde chez les hommes. Et le niveau est quand même beaucoup, beaucoup plus élevé. Et en fait, il n'y a jamais eu vraiment de ah non, t'es nulle, t'es une fille, tu sais pas le faire. Non, vraiment, j'ai pas connu ça. Après, une épreuve pendant ma carrière que j'ai pu avoir, c'est la plus dure, c'était en 2017. Où en fait, j'ai eu je sais pas comment expliquer ça, mais c'était comme un burn-out. Je ne pouvais plus, je m'entraînais trop. Je faisais du freestyle 6 à 8 heures par jour. Et en fait, j'en ai eu marre en fait, de faire du freestyle. J'avais envie de tout arrêter. Donc j'étais en pleine ascension dans ma carrière, j'étais vraiment au top du top. Et c'est à ce moment-là que je voulais tout arrêter. Je voulais travailler, entre guillemets, comme tout le monde, faire 8 heures par jour dans un bureau. Parce que j'avais un trop-plein en fait. Et on m'a conseillé de pratiquer un autre sport à côté pour me redonner goût au freestyle et de faire beaucoup moins de freestyle. Et c'est à cette époque-là, en 2017, que j'ai découvert la musculation et du coup, j'ai jonglé entre les deux et ça m'a redonné le goût au freestyle, sauf que juste après ça, 2 mois après, je me suis fait réopérer une 3e fois du genou. Donc là, ça a été vraiment très très dur pour moi, alors que je voulais encore gagner des championnats du monde. Et voilà, j'avais perdu du muscle, il a fallu que je reprenne quasi de zéro. Et je me suis fait opérer en 2017. En 2018, je me fais voler mon titre en Pologne. Donc, je finis vice-championne du monde. Et ça m'a mis une rage, en fait, de me dire non, je n'avais pas le droit de perdre ici. C'était flagrant, je devais gagner, je vais y retourner. Et en fait, j'ai repris mes titres 2 ans d'affilée derrière, quoi. Et comment as-tu pu surmonter cette étape difficile? Ça a été très dur parce que j'étais seule. Je sais même pas comment j'ai surmonté. J'étais seule à Paris. Moi, de base, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc, je suis partie à Paris toute seule, sans aide de ma famille. Ma mère m'a jamais soutenue dans mes projets. J'ai toujours été seule. Je me suis battue seule. J'ai fait des shows dans la rue pour pouvoir manger parce que j'avais pas d'argent quand j'ai commencé ma carrière. Je dormais à droite à gauche, je dormais dehors des fois, je dormais chez des amis. Enfin, après, j'ai mon beau-père qui m'a hébergée pendant 9 ans parce que j'avais pas de statut qui me permettait d'avoir un appartement. Donc, j'ai dormi pendant 9 ans dans une chambre de 4 mètres carrés. Et ça, personne ne le sait en fait. Mais en fait, je vivais de ma passion et c'était le principal. Et là, ça fait 5 ans que j'ai quitté Paris. Je suis dans le sud de la France. Maintenant, ça va, tout va mieux. Non, cette épreuve, j'ai ma sœur qui, elle, vit à Montpellier depuis une quinzaine d'années et c'est elle qui venait de temps en temps me remonter le moral, mais j'étais vraiment, vraiment au plus bas en fait. Et ce qui m'a remonté, c'est quand j'ai pu reprendre l'entraînement et que je repassais mes journées à la salle de sport où je jonglais entre musculation et freestyle. Et les voyages aussi, les prestations et tout ça. C'est un grand exemple de motivation, je dirais. Le fait que tu aies traversé toutes ces périodes seule et que tu sois quand même resté sur le devant de la scène. Alors aujourd'hui, est-ce que tu fais plus de muscu ou est-ce que tu arrives à combiner les deux? Alors en 2020, j'ai gagné mon dernier titre de championne du monde. Ensuite, je voulais complètement arrêter les compétitions et je m'entraînais beaucoup moins. En fait, depuis que je suis arrivée dans le sud, on va dire que pas que je me la coule douce, mais je vis en bord de mer. J'ai envie d'une autre vie, en fait. J'ai passé 10 ans enfermée dans ma bulle à Paris. Les 10 ans que j'ai passé à Paris, j'étais seule, j'avais pas d'amis. Je passais mon temps à la salle de sport, je vivais la nuit. Ma salle de sport était ouverte la nuit, donc je m'entraînais de 19h à 4h du matin, tous les jours, 7 jours sur 7. Je ne suis jamais allée boire un verre dans un bar à Paris, je n'ai jamais visité de musée à Paris, je connaissais les rues de Paris, mais c'est tout, en fait, ça s'arrêtait là.
Et en fait, depuis que je suis arrivée dans le Sud, on va dire que je rattrape. Je ne vais pas dire que je rattrape parce que j'ai aucun regret. Parce que si j'avais pas fait ce que j'ai fait, aujourd'hui, je ne serais pas 6 fois championne du monde, vraiment. Et depuis 2020, j'ai mes problèmes de genoux qui reviennent et je dois me refaire réopérer une 4e fois. Et pour l'instant, je la repousse, l'opération, parce que j'ai pas envie de la faire maintenant. Et du coup, pour éviter d'avoir trop de douleurs, j'ai réduit mes entraînements de freestyle et j'ai augmenté mes entraînements de musculation. Donc on va dire que je fais à peu près 4 à 5 séances de musculation par semaine et 2 à 4 heures de freestyle par semaine. Nous te souhaitons une meilleure santé et que tout se passe vraiment bien pour cette opération quand ce sera le moment et que tu sois toujours au top de ta forme. C'est bien d'être dans le Sud avec le soleil, avec la pluie aussi. Je pense que ça joue beaucoup sur le moral et que ça fait du bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux jouent un grand rôle dans la visibilité des athlètes et aussi bien pour les disciplines que je dirais classiques que pour les disciplines émergentes. Comment utilises-tu ces outils pour partager tes performances et pour faire connaître le freestyle ball? Les réseaux sociaux, c'est important parce que ça permet de faire connaître la discipline dans le monde déjà et aussi de se faire connaître individuellement. Moi, quand j'ai commencé le freestyle, il n'y avait que Skyblog à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez, et il y a YouTube qui commençait à grimper. Et ensuite, il y a eu Facebook, Instagram, TikTok. Et en fait, moi, je me faisais connaître par le bouche à oreille. Ça veut dire que je faisais des prestats à droite à gauche et je donnais des cartes de visite. Et comme j'avais pas d'argent pour faire des vraies cartes de visite à l'époque, je les faisais sur du papier A4. Donc et j'arrivais à me dégoter des shows à droite à gauche comme ça. Et moi, en fait, vraiment, ce qui m'a propulsée, c'est en 2010 où j'ai fait une vidéo que j'ai postée sur YouTube qui a fait le buzz à l'époque. C'était une vidéo de qualification pour les championnats de France mixtes qui se passaient à Royan. Et en fait, j'ai été la première freestyleuse à faire une vidéo en robe. Parce qu'en fait, toutes les freestyleuses sont toujours en short de foot et habillées en garçon, en fait. Et moi, je l'ai faite en robe blanche. Et cette vidéo a fait le buzz à l'époque et aujourd'hui je crois qu'elle doit être à 800 000 vues, mais à l'époque sur YouTube, faire 800 000 vues c'était énorme et c'est cette vidéo qui m'a propulsée. En fait, j'ai grimpé d'un coup sur Facebook à l'époque parce que j'avais pas, et Instagram n'existait pas encore et voilà, en fait c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai des prestations encore aujourd'hui, ça fait 15 ans. Grâce à mon site internet aussi. Et pour dire que les réseaux sociaux sont très importants, un exemple, l'année dernière, je me suis fait pirater ma page fan Facebook qui a 700 000 abonnés. Et en fait, pendant que j'essayais de récupérer ma page, donc je me suis battue, j'ai pleuré, j'étais on va dire en dépression parce que c'est la page qui me rapportait des prestations et qui me faisait travailler. Et sans cette page, j'avais pas de travail. Et quand je me suis fait pirater, j'ai pas reçu de demande pendant 3 mois. En fait, cette page a fait que en fait, je recevais plus de demandes, les gens se désabonnaient parce qu'ils pensaient que je mettais des vidéos qui leur intéressaient pas, alors que c'était pas moi qui postais, c'était le pirate. Le pirate, oui. Et en fait, j'ai dû mettre peut-être 3 semaines pour la récupérer, jour et nuit, où je ne lâchais pas l'ordinateur, où j'essayais de contacter Meta, c'était une vraie galère. Et bizarrement, quand j'ai récupéré cette page, j'étais au Canada. Donc j'étais en prestation au Canada et en fait quand je l'ai récupéré, j'étais avec mon conjoint et je lui ai dit tu sais quoi, en fait ça m'a fait du bien de couper les réseaux sociaux. Je passe trop de temps dessus. Maintenant que je l'ai récupéré, je peux être tranquille, mais je vais arrêter les réseaux sociaux pendant peut-être 1 mois de plus. Et j'ai tout coupé. Et pendant 1 mois, je n'ai rien posté, j'ai rien mis sur mes réseaux. Et on va dire que mentalement ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai pu retrouver des moments seule avec mon conjoint, sans le téléphone. J'ai pu profiter des vacances avec lui. Mais le problème, c'est que j'avais pas de prestat qui tombait. Donc au bout d'1 mois, je lui ai dit, il faut que j'y retourne. Parce que sinon, je vais pas avoir de prestat. Donc après, après j'ai commencé à faire des placements de produits. Donc ça fait presque 10 ans que je fais des placements de produits pour des marques. J'en fais pas souvent.
mais c'est pour avoir des revenus complémentaires, on va dire. Et il faut savoir que tout ce que je poste sur mes réseaux me rapporte 0 €. Je le fais pour le plaisir, je le fais pour le plaisir des gens, les gens qui veulent apprendre, les gens qui veulent suivre mon parcours, qui veulent suivre mes aventures, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens me disent mais t'es influenceuse, et en fait je rectifie toujours, non, je ne suis pas influenceuse, je suis créatrice de contenu. Les influenceurs, c'est ceux qui postent pour être payés. Moi je suis pas payée pour poster, donc voilà, j'essaye de varier mes contenus, je mets des contenus un peu rigolos, je mets des contenus de freestyle, je mets des tutoriels aussi pour les jeunes qui veulent apprendre, des petits ponts, je mets mes prestats, mes shows, voilà, des discours de motivation surtout, ou des vidéos aussi où je montre tous les ratés. Quand je fais un geste, les gens voient juste le geste, voient ce qu'ils veulent voir en fait. Sur les réseaux, on met une vidéo avec le geste réussi, sauf que derrière, ils ne savent pas combien de temps on a mis pour le réussir. Donc moi, je fais beaucoup de montage où je mets tous mes essais ratés, et des fois, je leur dis, voilà, ce geste-là que vous voyez qui dure 5 secondes, en fait, j'ai mis 2h30 pour le réussir. Et je mets tous les essais ratés. Et les gens, ils se disent, ah oui, c'est pas facile. Et là, on voit qu'en fait, je suis humaine et que je peux pas toujours tout réussir. Et c'est vrai qu'on est tellement habitué à la perfection qu'on ne s'imagine pas parfois qu'il y a une autre partie de la réussite. Il y a les efforts, il y a les nuits blanches, il y a les entraînements. Et pour parler du spectacle et du divertissement, pourquoi est-ce si important pour captiver l'attention du public? C'est important parce que déjà, ça montre que c'est pas seulement un sport en fait, que le freestyle c'est aussi un art parce qu'on le pratique sur scène. Pour info, le freestyle football est au Cirque du Soleil. Donc jamais on se serait dit il y a 15 ans que le freestyle serait au Cirque du Soleil. Donc voilà, pour moi il y a un aspect spectacle parce qu'on retient l'attention en fait des gens, du public, on crée une connexion avec eux et en fait on fait un show chorégraphié avec le ballon sur une musique. En fait c'est aussi une autre forme d'expression artistique, on va dire. Et le fait que le freestyle ball soit intégré dans de grands événements comme les Jeux de la francophonie, est-ce selon toi une opportunité pour démocratiser la discipline et la faire grandir? Bah oui, les Jeux de la francophonie, ça permet d'attirer déjà un large public et des sponsors, des médias, des organisateurs d'événements, et ça nous aide à faire grandir cette discipline qui est encore, pour ma part, je pense qu'elle n'est pas encore assez connue à l'heure actuelle. On n'a pas de fédération officielle dans ce sport. Donc, c'est ce qu'on aimerait un jour, que ce soit reconnu par une fédération. On a une fédération mondiale, mais qui n'est pas officielle. Et je remercie les gens, je les connais très bien, qui s'occupent de cette fédération et qui, grâce à eux, les championnats du monde continuent d'exister. Parce que sans eux, aujourd'hui, il n'y aurait plus de compétition de freestyle. Parce qu'avant, c'était Red Bull qui organisait. Moi, ce que j'ai gagné, c'est des Red Bull. Et Red Bull ne fait plus depuis 2023. Et voilà, maintenant, on fait avec nos propres moyens et on essaie d'avoir des sponsors. Et c'est vrai que les événements comme les Jeux de la francophonie, qui est un très gros événement, très connu et très médiatisé, nous aident à faire grandir ce sport. Pour conclure, quel message adresserais-tu aux jeunes en général qui souhaiteraient briller dans le freestyle ball, et un message aux jeunes filles en particulier? Alors, si j'avais un message à dire à tout le monde, déjà, ce serait croyez en vous. Si c'est votre rêve de vivre de ce sport ou même d'un autre, battez-vous pour atteindre votre objectif. Dites-vous qu'on n'a rien sans rien. Le freestyle, c'est comme toutes les autres disciplines. Il faut beaucoup d'entraînement, de patience, de persévérance. Et voilà, le chemin, il sera sûrement long, comme il a été le mien, mais je pense qu'il en vaut la peine. Si vraiment on est passionné, on peut réussir. Et pour les filles, je dirais, n'écoutez pas les préjugés. On risque d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, c'est ce qu'on a fait pour moi. Quand j'étais au lycée et que je voulais vraiment vivre de cette passion, à l'école, on m'a traité de bonne à rien. Mes profs m'ont traité de bonne à rien, que j'avais qu'un ballon dans la tête et que c'était pas un ballon qui allait me faire vivre, que les filles ne pouvaient pas vivre du football ou du freestyle football. Et on m'a vraiment rabaissé, ce qui a fait que j'étais devenue très arrogante avec mes professeurs et j'étais en échec scolaire et à cause d'eux, j'ai pas eu mes diplômes parce qu'on n'a fait que me rabaisser.
Et c'est pour ça que je suis partie du jour au lendemain à Paris pour essayer de vivre du freestyle. Je me suis dit, j'ai que ça dans ma vie, donc il faut que je réussisse, sinon je vais être perdue et j'aurai rien d'autre. Et en fait, voilà, j'ai eu beaucoup de préjugés. On me sort des choses très méchantes, des commentaires très misogynes. Et en fait, faut pas écouter. Franchement, si c'est votre rêve, si vous voulez être freestyleuse, boxeuse ou faire du fitness, moi je fais de la muscu depuis 2017, je me prends encore plus de commentaires misogynes parce que je fais un autre sport qui me muscle et j'ai des épaules d'homme, on va dire. Et en fait, plus je me prends des commentaires comme ça, plus ça me motive. C'est ce que je veux en fait, continuer à me parler comme ça. Et moi, c'est ce qui me motive à pousser encore plus à la salle, parce qu'en fait, je le fais pour moi et je le fais pas pour les autres. Donc moi, ça me plaît. Donc voilà, les commentaires méchants comme ça, c'est ce qui me donne de la force. Donc il faut pas écouter, il faut avancer et aller au bout de ses rêves. Rester focus sur ses rêves. Merci beaucoup, Mélodie, d'avoir partagé ton parcours et ta passion avec nous. Ton témoignage donne vraiment envie de découvrir davantage le freestyle football. Et pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à suivre Mélodie sur ses réseaux sociaux et à découvrir ses performances incroyables, je vous le dis sincèrement. Et on se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode où nous découvrirons d'autres disciplines à la croisée des arts, du sport et de la culture. On se dit à très bientôt. Au revoir. Art Sport Events présente les rendez-vous du réseau ASE. Une série de webinaires mensuels qui abordent des sujets pointus en lien avec les arts, le sport et le divertissement sur le continent africain. Chaque session réunit des personnalités, des experts, des artistes, des sportifs africains et internationaux de haut niveau pour échanger sur des thématiques liées au développement, à l'économie, au management et au marketing culturel et sportif en Afrique. ASE, de l'expertise événementielle internationale.